Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que nous accueillons donc, Claude Brison pour ce séminaire organisé conjointement par la Commission environnement du CSE de Liedel, l'Institut de biologie structurale et le laboratoire de physiologie cellulaire et végétale. Donc, Claude Grison est directrice de recherche CNRS et directrice du laboratoire de chimie bioinspirée et innovation écologique à Montpellier. Et ces travaux sont à l'origine d'une nouvelle filière qui part de la réhabilitation écologique de sites pollués pour valoriser les produits extraits dans de la synthèse chimique. Sa recherche a conduit à la création de 2 entreprises et a été récompensée par de très nombreux prix, parmi lesquels le très récent prix de l'inventeur européen de. Donc, nous la remercions vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler aujourd'hui. Et donc, juste avant de lui laisser la parole, je pense que tout le monde a coupé le son et la vidéo pendant la présentation. Et on pourra après les réactiver pour les questions. Et je vous laisse la parole pour ce séminaire. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Je profite tout d'abord de l'occasion pour remercier Martina et toute l'équipe qui a permis d'organiser cet échange scientifique. Donc, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, même si ce n'est pas sur place, donc pour parler sciences. Je connais bien l'université de Grenoble parce que je suis venue plusieurs fois, bien sûr en tant que chimiste tout d'abord. C'est un haut lieu de la chimie française, mais également avec les biologistes, en particulier de l'IBS. Et c'est l'occasion tout simplement pour moi de saluer Christophe Moreau, qui est peut-être présent dans la salle. Un réel plaisir de travailler au niveau de la recherche. Donc, j'espère que la présentation que je vais vous faire, qui sera très axée sur les aspects biologiques et environnementaux, vous intéressera. En tous les cas, elle rejoint l'actualité. On n'a pas choisi la date de façon volontaire, mais vous allez voir qu'on va beaucoup discuter, échanger autour finalement d'une problématique qui vient d'être révélée par l'IPBES, cette plateforme intergouvernementale et internationale sur la biodiversité. Qui vient de publier, de partager un rapport très important sur une menace écologique, environnementale, mais aussi économique, spécifique au développement d'espèces exotiques envahissantes qui sont au cœur des activités que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, le contexte est le suivant. D'ailleurs, fin décembre 2022, vous savez que la COP15 s'est déroulée à Montréal et a regroupé plus de 140 pays qui ont réfléchi conjointement à l'élaboration d'un guide permettant de réduire, de ralentir au moins le déclin de la biodiversité. Donc, il en est ressorti la définition de 5 grands facteurs qui sont responsables du déclin de cette biodiversité, que je vais énumérer très rapidement. Le premier, c'est un changement d'usage des terres qui est dû au développement de nos activités agricoles, urbaines. Donc, quand on dit terre, il faut le prendre vraiment au sens très large du terme. Ça concerne bien évidemment aussi les forêts, les zones humides, qui sont un sujet de préoccupation actuel. Et puis, il faut l'étendre aussi aux habitats marins. Deuxième problématique, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, tout le monde la connaît très bien, c'est le changement climatique dû à des émissions de gaz à effet de serre notamment, ont doublé en 40 ans, avec une menace pour la survie d'un grand nombre d'espèces, plus d'1 million d'espèces qui seraient menacées par cette situation. Autre problématique bien connue aussi, malheureusement, c'est la surexploitation que nous faisons des ressources naturelles, terrestres ou marines, qui est également un sujet de préoccupation. Le laboratoire se concentre sur les 2 derniers facteurs clés dont on va beaucoup parler. Le premier, celui de la pollution, qui concerne les sols et l'eau, les systèmes aquatiques, qui a aussi des effets délétères et qui constitue une menace sur la survie de certains écosystèmes. Et enfin, ce que j'ai abordé suite au rapport de l'IPBES, qui est paru il y a quelques jours, le développement d'espèces exotiques envahissantes, problème que l'on connaît moins et pourtant qui est tout aussi préoccupant.
Donc, nous nous concentrerons sur 2 types d'espèces, les espèces végétales tout d'abord. Je vous envoyais d'ailleurs une première photo, exemple d'une plante aquatique qui n'a rien à faire chez nous et qui pourtant se développe de façon complètement incontrôlée sur donc une rivière, étouffant toute la vie aquatique. Donc, on parlera beaucoup de ces espèces végétales envahissantes, mais aussi de certains insectes, en particulier d'insectes qui sont porteurs de maladies vectorielles et qui sont également une menace pour notre santé. Donc voilà, j'exposerai successivement les travaux que nous développons dans chacun de ces cas, pollution et développement des espèces exotiques envahissantes. D'un point de vue général, la stratégie commune que l'on essaie de développer pour relever ces 2 défis s'appuie sur 2 étapes. La première étape est d'essayer de développer des solutions dites fondées sur la nature, donc sur une meilleure compréhension de la nature, sur ses capacités de résilience et d'adaptation. C'est apprendre vraiment au sens défini par l'IUCN, cette grosse ONG qui concentre là aussi ses efforts sur la biodiversité. Et je pense que c'est quelque chose qui vous parle bien. L'expérience montre que trouver des solutions fondées sur la nature, donc naturelles par définition, efficaces ne suffit pas. Pour qu'elles soient utiles, pour qu'elles soient développées à grande échelle et pour qu'elles puissent vraiment contribuer à la résolution des problèmes que j'ai énoncés, il faut absolument leur donner une valeur économique. C'est important, c'est une question tout simplement de durabilité. Et donc oui, il faut les rendre économiquement viables, mais évidemment pas à n'importe quel prix, en respectant l'effort initial de solutions naturelles. Donc il faut réussir à concilier valeur écologique et économique. C'est quelque chose qui est évidemment qui est non évident et qui demande beaucoup d'efforts et donc évidemment beaucoup d'efforts de recherche. Donc voilà le plan qui est sous-jacent derrière cette présentation. D'un point de vue global, ce qui nous intéresse en termes de solutions fondées sur la nature, donc dans notre laboratoire, ce sont les espèces végétales. Pourquoi? Parce que finalement, les plantes sont dans un contexte assez particulier, contraintes à l'immobilisme, c'est leur particularité. En général, elles n'ont en fait que 2 choix quand elles sont soumises à un stress, par exemple, de pollution. Pollution atmosphérique, pollution terrestre, pollution aquatique. Elles ne peuvent pas fuir donc, ce stress métallique. Et donc, très souvent, on découvre des cas extrêmement intéressants d'adaptation remarquable à ce stress de la pollution métallique. Et c'est vraiment ce qui est au cœur des premières activités du laboratoire, mieux comprendre ces stratégies d'adaptation des plantes pour faire naître donc des solutions pérennes à l'aide de ces plantes que l'on peut utiliser alors après à grande échelle quand on les a mieux comprises. L'exemple a d'ailleurs démarré sur un site minier dans les Cévennes, un endroit magnifique, mais aussi un haut lieu de l'activité minière il y a quelques années. Tout est à l'arrêt aujourd'hui. En revanche, on hérite du passé minier en termes de pollution aujourd'hui. Vous voyez là donc une photo d'un ancien bassin de décantation, c'est-à-dire un endroit où on entreposait le minerai et où on le lavait. Inutile de vous dire aujourd'hui que ce sol est très contaminé. D'ailleurs, d'un point de vue global un peu raccourci, mais qui parle bien quand même, ce sol est aujourd'hui de l'argile et une concentration d'éléments métalliques absolument importante, 500 à 800 fois plus que ce que supportent les normes européennes aujourd'hui. Donc, la biodiversité est extrêmement réduite. Toute forme de vie est très réduite. Quasiment plus aucune plante, d'ailleurs, ne peut survivre dans ce sol. Et donc, il y a quelques années, on s'était rendu dans une mission d'observation sur ce site très contaminé et on avait pu apercevoir quelques plantes qui survivaient, avec difficulté certes, mais qui survivaient quand même, ce qui nous avait beaucoup interpellés. Donc, on avait fait pas mal d'analyses sur ces plantes et on avait identifié donc des plantes dites tolérantes à la pollution, c'est-à-dire elles survivent alors qu'elles ne devraient pas. Et parmi elles, eh bien, on en avait trouvé 2 qui sont ce qu'on appelle des hyperaccumulateurs de zinc. Oui, il y a beaucoup de zinc sur ce site. C'était un ancien site d'extraction du minerai riche en zinc. Alors malheureusement, en chimie, et c'est pareil pour la nature, qui dit zinc dit aussi cadmium et plomb, parce que ces éléments métalliques sont très proches. Il y en a aussi dans le minerai. Et aussi beaucoup de fer. Alors que se passe-t-il? Donc, dans ce sol qui est très concentré en ces 4 éléments métalliques, eh bien, ces 2 hyperaccumulateurs, ce sont 2 plantes qui arrivent à extraire de façon donc assez sélective le zinc par le système racinaire
le transporter, alors là de façon très sélective, et à le stocker dans les parties aériennes. Donc, en général, dans les vacuoles, pour le mettre bien à l'abri. D'ailleurs, un scénario absolument donc toujours impressionnant de voir comment la plante va le confiner bien à l'abri dans les vacuoles pour qu'il ne s'échappe pas. Donc, phénomène très intéressant. Ces plantes, à l'époque, étaient une véritable curiosité scientifique. On a essayé de mieux comprendre comment elles survivaient sur ce site. Et progressivement, donc ça nous a fait naître l'espoir de les développer à grande échelle et d'initier pour la première fois un grand programme de réhabilitation écologique de ce site en s'appuyant sur ces plantes hyperaccumulatrices et donc sur cette technique tout à fait naturelle de phytoextraction. Donc extraction par les plantes de ces éléments métalliques en concentration très élevée. Donc tout ceci a demandé évidemment beaucoup d'efforts, 4 efforts de recherche pour réussir à comprendre ces 2 espèces végétales et à les implanter sur le site. Pour les biologistes que vous êtes, eh bien, je vais quand même citer ces plantes. Donc la première, qui est une brassicacée, qui est assez bien représentée chez les hyperaccumulateurs de métaux, donc Nokia cerulescens. Un écotype très particulier, donc capable d'être un hyperaccumulateur de zinc, et de façon encore plus surprenante, Antilis vulneraria, qui est une légumineuse. Et il est très rare de trouver une légumineuse capable de faire de la phytoextraction. Donc ça a attiré notre attention, car bien sûr, qui dit légumineuse dit aussi bactéries, rhizobactéries associées, qui vit en symbiose avec la légumineuse, qui joue un rôle majeur dans le développement de la légumineuse, avec un scénario qu'on connaît tous, donc une bactérie capable de transformer l'azote atmosphérique en ammonium, donc en engrais, dont va profiter bien sûr la plante pour construire ses acides aminés et protéines, mais dont l'autre hyperaccumulateur pouvait bénéficier. C'était une façon naturelle aussi de réintroduire de l'azote dans un sol qui en était largement dépourvu. Donc on a beaucoup travaillé sur la bactérie associée, qu'on a découverte comme étant nouvelle, et pour cause, dans un tel sol, c'était donc une bactérie assez inhabituelle qui avait dû, elle aussi, développer donc une stratégie de survie dans un sol très contaminé, donc hyper stressant, mais dans un sol aussi où il y avait très peu de glucose, dont pourtant la bactérie associée à la légumineuse a un grand besoin, car réduire l'azote atmosphérique en ammonium est très consommateur d'énergie. Donc, on a beaucoup étudié ces phénomènes, on pourra en parler dans la discussion si vous voulez. Et c'est là où, franchement, pour moi, l'interface entre la microbiologie ou l'écologie microbienne et puis la chimie avait tout son sens, parce que c'est ensemble qu'on avait vraiment réussi à mieux comprendre comment cette bactérie survivait, et donc finalement à maîtriser sa culture, à en faire des inoculats des graines de la légumineuse pour réussir enfin à la faire germer, puis à l'implanter sur le site. Si ces recherches ont pris pas mal de temps, eh bien, le développement des espèces après a été beaucoup plus rapide, puisque 2 ans après, eh bien, on a pu voir que ces 2 espèces non seulement survivaient sur le site, mais arrivaient à se développer sans notre assistance. Et puis, ce qui est arrivé derrière a été une belle surprise pour nous, c'est que ces 2 plantes, qui faisaient donc de la phytoextraction, ont permis l'installation spontanée, sans qu'on fasse quoi que ce soit, des plantes tolérantes qui vivaient à proximité du site. Donc, c'était la première fois finalement que la nature reprenait ses droits sur un sol qui au départ était complètement dévégétalisé à cause de la pollution. Donc, ces résultats nous ont fortement encouragés donc, à aller plus loin et à travailler en Nouvelle-Calédonie, où une partie de mon laboratoire est présente. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Pour 2 raisons évidentes. Tout d'abord, c'est un territoire magnifique, hein, c'est sûr, un des plus beaux lagons du monde, un des plus grands aussi, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi une biodiversité absolument exceptionnelle, qui est ici rappelée par une photo que vous connaissez certainement, le cœur de veau, photo de Yann Arthus Bertrand, qui représente la mangrove importante sur le territoire, mais tout simplement qui est le reflet d'une biodiversité végétale extraordinaire, puisque plus de 80% des espèces végétales sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie, donc on les trouve nulle part ailleurs. Parmi elles, beaucoup de plantes qui font de la phytoextraction, comme je vous l'ai présenté dans les Cévennes tout à l'heure. Mais on n'est pas à la même échelle. Tout à l'heure, on avait donc des plantes au développement relativement modeste. Nous sommes tout simplement dans le sud de la France, donc des plantes qui ont une envergure de 50 cm. Là, on se retrouve avec des arbres capables de faire de la phytoextraction donc à grande échelle, des arbres qui peuvent avoir une envergure énorme, jusqu'à 10 mètres de haut,
et aussi des capacités d'extraction des métaux présents dans le sol, donc en quantité assez inouïe. Vous avez là la photo de l'arbre dit à la sève bleue, donc Pycnandra acuminata, qui arrive donc à survivre sur ce sol très riche en nickel, à tel point qu'on arrive à trouver jusqu'à 20% de nickel dans sa sève, qui est tout simplement couleur bleue, couleur des sels de nickel. Donc là encore, ce nickel va être stocké dans les parties aériennes à très haute concentration. Alors pourquoi des espèces qui savent hyper accumuler le nickel notamment, mais pas que, on trouve aussi qu'accumulent le manganèse, bien tout simplement parce que l'histoire géologique du territoire calédonien est à l'origine d'une concentration très élevée de nickel dans le sol. Et vous voyez ici un exemple d'affleurement de nickel, de minerai de nickel, qui est évidemment très intéressant pour nos activités humaines. Ça veut dire quoi? Bien, ça se traduit par une activité minière très intense. Vous avez en photo, donc tout en haut, un exemple d'une entreprise minière, beaucoup de Français, là c'est le cas notamment, relativement moderne, qui est installée tout au bord du lagon, vous voyez en arrière-plan, pour des raisons de transport du minerai. Mais vous avez vite anticipé aussi, l'autre problème, c'est l'impact qu'a cette activité industrielle sur les eaux du lagon et tout simplement sur la biodiversité. Problème réel dans la mesure où l'extraction du minerai se fait à ciel ouvert. Vous avez une photo ici qui résume un peu le problème. Donc on extrait le minerai de façon intense, donc avec des moyens industriels colossaux. Le territoire calédonien riche en nickel, mais il faut vite remettre les choses à leur place. Dans le minerai, on a un peu plus d'1% de nickel. Ça veut dire que quand on l'extrait, on accepte d'entrer à fournir 99% de déchets quand on va devoir isoler le nickel du reste du minerai qui est peu utile. C'est un premier problème. Mais ce n'est pas l'unique problème, l'abondance des déchets que ça va générer. L'autre difficulté, c'est que l'extraction du minerai est irrémédiable pour la végétation. Elle ne reprend jamais après l'extraction minière. Le sol est fortement dégradé. Plus de végétation, il y a une conséquence immédiate. Au-delà de toutes ces surfaces qui sont érodées, à chaque fois qu'il pleut, le sol n'est pas retenu, il n'y a plus de végétation, donc il est lessivé. On est quand même au milieu tropical, avec des orages tropicaux violents, des cyclones à répétition. Donc vous imaginez les dégâts que ça peut faire, y compris au niveau de la population qui vit à proximité de ces sites miniers. Donc on a beaucoup réfléchi à ce scénario et on voulait tenter quelque chose en s'appuyant sur la biodiversité locale, c'est-à-dire l'abondance de ces hyperaccumulateurs, soit de nickel, soit de manganèse. Et l'expérience qu'on avait développée dans les Cévennes nous a aidé, en fait, à développer un scénario similaire dit de phytoextraction. Mais en allant un petit peu plus loin, en s'inscrivant dans une démarche de l'écologie telle que définie par un écologue que vous connaissez peut-être du CNRS, James Aronson, c'est la restauration écologique, c'est-à-dire planifier ces opérations de réhabilitation des sites miniers pour essayer d'évoluer vers un retour à l'état initial. Donc on a installé en première étape les hyperaccumulateurs de nickel et de manganèse qu'on trouvait à chaque fois à proximité du site minier pour qu'ils soient proches de leur habitat naturel. Donc, c'était des espèces qui étaient différentes à chaque site et ces efforts ont été déployés sur l'ensemble du territoire calédonien pour équilibrer nos efforts, puisque vous savez, ce n'est pas une découverte, que le contexte local est quand même assez compliqué. Donc, on a essayé de répondre à un équilibre de ces efforts de réhabilitation sur le territoire en respectant les sensibilités locales au maximum de ce qui était possible. Tout ceci a été réalisé avec le support logistique et financier des opérateurs miniers français qui figurent ici, mais aussi bien sûr notre chercheur qui est en permanence sur site et qui suit la croissance des espèces installées de façon à progresser sans arrêt dans une meilleure connaissance de ces espèces végétales qu'on essaie de développer dans des contextes de dégradation des sols qui sont quand même extrêmement compliqués pour que ces arbres se développent de façon intense et pérenne. Donc, globalement, il faut bien voir que ce programme de restauration écologique est quand même assez compliqué, parce que les obstacles sont assez nombreux. Tout d'abord, l'altitude, puisque la plupart des sites miniers sont à haute altitude, ce qui est rédhibitoire pour un grand nombre d'espèces végétales.
Le climat n'est pas si simple que ça. C'est en gros une alternance de 2 saisons. La saison sèche qui est redoutable, de plus en plus redoutable, en particulier au nord de la Nouvelle-Calédonie, avec des périodes de sécheresse pires que celles que nous avons connues donc en métropole. Donc pas une goutte d'eau en résumé. Avec une alternance de 6 mois de zone humide où c'est tout l'inverse. Donc des orages hyper violents et des cyclones à répétition, comme je disais tout à l'heure, qui vont emporter les jeunes plants qui ne vont pas résister. Donc c'est pas si simple à maîtriser. Mais le pire, c'est quand même bien la composition du sol, c'est-à-dire un lot d'éléments métalliques toxiques pour les plantes, pour nous aussi, hein, mais les plantes aussi, il ne faut pas se leurrer. Beaucoup de nickel, qui est quand même CMR, manganèse, fer, chrome, que je ne qualifierais même pas tellement il est toxique, cobalt, qui est réglementé par donc REACH pour sa toxicité, donc des difficultés avec ces éléments toxiques, et puis malheureusement aussi un défaut de ce qui serait nécessaire aux plantes, très peu de phosphore, calcium, potassium, sodium, entre autres. Donc des difficultés notables donc, qui nous ont contraints à travailler en étapes. Tout d'abord, dans une première étape, installer les espèces pionnières, résistantes, grégaires, que sont ces hyperaccumulateurs soit de nickel, soit de manganèse. Puis, quand ces espèces ont commencé à se développer, dans un deuxième temps, on installe des légumineuses pour réintroduire de l'azote dans le sol, comme on l'avait fait dans les Cévennes, là des légumineuses calédoniennes, donc qui sont des légumineuses tolérantes à la pollution métallique. Et quand ces espèces se sont suffisamment bien développées, on arrive à installer alors des espèces un petit peu plus fragiles, dont l'objectif est d'essayer d'augmenter la biodiversité des espèces introduites puisqu'on est bien dans un programme de restauration écologique. Donc tout ceci est planifié et se gère dans la durée. Quand on a beaucoup travaillé sur les sols miniers, il y a quelque chose qui apparaît immédiatement et qui choque toute personne qui va sur ces sites, c'est la qualité de l'eau de la rivière la plus proche du site minier. Il y en a toujours une, parce que l'opérateur minier a besoin d'eau dans le traitement du minerai. Et là, très honnêtement, on ne peut pas rester indifférent à la pollution des systèmes aquatiques, qui est terrible. Il y a un véritable continuum de pollution entre la pollution du sol et l'eau. Il suffit qu'il pleuve un peu pour que donc, il y ait un lessivage du sol, que la rivière soit chargée en éléments métalliques et qu'elle véhicule sur des kilomètres et des kilomètres la pollution métallique, allant après contaminer d'autres sols. Donc, scénario infernal. Et donc, on a essayé d'y réfléchir et d'étudier des solutions analogues en s'appuyant sur des espèces végétales, mais cette fois-ci aquatiques, pour résoudre ce problème. On est d'autant plus motivé que, bien sûr, préserver la quantité, mais surtout la qualité de l'eau est un enjeu majeur et prioritaire à l'heure actuelle, on l'a tous compris. Donc, on a essayé de déployer la même technologie, trouver des plantes aquatiques, dans un premier temps décrites dans la littérature comme capables de séquestrer les métaux, mais là, ça reste confiné dans les racines, et puis de mieux comprendre comment elles faisaient pour séquestrer ces éléments métalliques, de façon à faire une sélection de ces plantes et à les utiliser à grande échelle et de les tester in natura sur des sites industriels où l'eau est polluée. Donc, c'est ce que l'on a fait sur des effluents industriels variés, alors miniers, donc ça c'est malheureusement facile à trouver, des effluents de carrières, très présents notamment donc en Bretagne et en Normandie, où on va extraire des matériaux donc aux propriétés mécaniques intéressantes pour construire nos futures autoroutes, mais qui sont malheureusement souvent contaminés par des métaux. C'est naturel, mais quand on broie la roche, eh bien, on génère des problèmes de pollution. Et puis, évidemment aussi, l'industrie chimique qui utilise beaucoup les métaux, on en reparlera, mais en tant que catalyseur de réactions chimiques, qui elle aussi a des effluents à traiter pour se permettre de rejeter après donc les eaux usées dans l'environnement. Donc, on a étudié avec un double regard d'écologistes qui sont présents au laboratoire, mais aussi de chimistes, c'est-à-dire à différentes échelles, ces plantes, à l'échelle de l'espèce, de la communauté de l'espèce, mais aussi à l'échelle moléculaire, comprendre comment ces plantes, certaines d'entre elles, faisaient pour concentrer les métaux dans les racines, parce que très honnêtement, quand on commence à étudier les valeurs de concentration de ces métaux dans les racines, on est vite surpris par la capacité à séquestrer ces métaux, donc avec des seuils
donc qui porte vraiment en réflexion. Et on a fini par comprendre que finalement la plante aquatique était assez passive devant ce phénomène. Elle avait tout simplement une structure chimique des racines bien faite. Ce qu'on pouvait comprendre intuitivement d'ailleurs, parce que les plus performantes étaient des plantes aquatiques flottantes. Et on imaginait assez facilement la difficulté qu'elles avaient pour survivre sans s'enraciner sur une berge ou au fond de la rivière, se nourrir simplement avec les éléments nutritifs dilués dans l'eau. Et donc, oui, elles sont hyper bien faites. Elles ont comme des antennes moléculaires à la surface des racines, capables de séquestrer le moindre petit élément, par exemple magnésium ou fer, qui passe dans l'eau pour se l'approprier et tout simplement vivre d'un point de vue physiologique de façon positive et se développer. Et quand on a compris que tout se jouait à l'échelle moléculaire, alors on s'est dit, eh bien finalement, peut-être que ces plantes mortes ou réduites à l'état de poudre allaient garder ces structures moléculaires, ces antennes moléculaires capables de séquestrer les éléments métalliques. Et que peut-être que donc ces poudres végétales allaient pouvoir être utilisées comme on le faisait avec les plantes vivantes dans une eau polluée. Mais ça nous parlait beaucoup parce que imaginer qu'on allait pouvoir dépolluer l'eau avec une poudre végétale simplifiait très grandement un passage à grande échelle pour traiter un effluent industriel pollué. Et donc, on s'est projeté dans cette étude qui a pris du temps et donc qui a permis de voir que, oui, à l'échelle du laboratoire, cette poudre végétale pouvait séquestrer des métaux. Alors après, il fallait le faire en milieu réel, parce que le milieu réel est souvent plus compliqué que des solutions synthétiques où on ajoute des métaux dans des concentrations bien connues et bien maîtrisées. On est retourné dans les Cévennes sur une grande mine, donc qui a été une des plus grandes mines d'Europe jusqu'aux années 90 pour l'exploitation du zinc, où aujourd'hui, donc cette grande mine s'appelle la mine des Malines, vous connaissez peut-être, eh bien si la mine est fermée, c'est aujourd'hui un réseau de plus de 300 km de galeries qui existe encore et où les eaux de pluie percolent sur les parois, entraînent la dissolution des métaux. Et donc, on ne peut pas rejeter l'eau directement dans la nature. Donc, il y a une installation de pompage et de traitement de ces eaux pour limiter, protéger en tous les cas la vallée de la pollution. Donc, protéger, dépolluer cette eau sur ce site minier a tout son sens parce que c'est une mine qui se trouve dans le département du Gard, qui depuis des années est soumis à des sécheresses extrêmement sévères. Et bien sûr, là, savoir protéger l'eau est quelque chose de très important. C'est presque un climat tropical, hein. Donc, c'est 6 mois de sécheresse dramatique. Et quand on arrive en automne et on s'en rapproche, eh bien, il y a des particularités climatiques qui s'appellent les épisodes cévenols, où il va y avoir des orages extrêmement violents en quelques heures qui vont tout inonder. Et là, si on ne contrôle rien, c'est toute la vallée à chaque fois qui est polluée. Donc on a travaillé à côté de l'industriel qui est chargé de traiter ces eaux pour ne pas polluer la vallée. Donc, on a essayé d'observer comment il travaillait, comprendre ce qu'il faisait, qui a son efficacité, qui est réelle. Le traitement de base, c'est d'utiliser de la chaux, de transformer la chaux en lait de chaux pour que ce soit moins dangereux à manipuler. Et ça, chimiquement, il n'y a pas de souci, c'est efficace. Vous mettez de la lait de chaux sur un effluent, il y a des métaux. On va les faire précipiter. Petit problème, c'est qu'on va générer des boues toxiques en quantité énorme. Donc, on génère des déchets complètement indésirables aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les sites de confinement qui sont censés accueillir ces déchets contaminés sont proches de la saturation. C'est le gros problème. Il y en a d'autres qui sont non négligeables. Ces boues qui précipitent partout sont une véritable plaie pour l'opérateur qui doit traiter industriellement ces eaux. Ça précipite partout. Vous voyez l'état d'une canalisation qui montre tout ce que ça fait. Tout est bouché en permanence. C'est pas facile. Et puis, quand même, quelque part, la chaux est utile pour faire précipiter les métaux, mais c'est très basique. Et bien, les effluents qui sont rejetés sont quand même à un pH qui, là aussi, font réfléchir. pH basique, qui n'est pas neutre aussi en termes de rejet. Donc, on a bien compris tout ça, on a bien compris la nécessité de proposer une autre solution. Donc, on l'a étudié. Donc, en parallèle avec l'opérateur qui était sur place, on a traité nos poudres végétales qui sont représentées schématiquement ici. Donc, vous voyez ici, en gros, donc une colonne qui reçoit les eaux polluées. Des eaux polluées ici en zinc, en fer, en plomb, cadmium.
Et si on résume, les deux grands éléments les plus concentrés, plus abondants, c'est zinc et fer. Et on a trouvé quelque chose, c'est grâce à la nature, hein, bien sûr, que selon la nature de l'espèce végétale, la poudre peut avoir une sélectivité. Ça se comprend bien aujourd'hui chimiquement, mais c'est grâce aux plantes. Un premier filtre, une première poudre végétale due à une espèce végétale particulière séquestrait surtout le fer. Très intéressant. Pourquoi? Parce que ça laissait l'espoir donc d'une sélectivité de biosorption, de séquestration des éléments métalliques. Et c'est important pourquoi? Parce que très vite, ce qu'on voulait, c'est de ne pas générer de déchets, comme avec les boues toxiques. Imaginez des filtres riches en métaux qu'on pourrait valoriser. Et la réflexion de base, quand on veut valoriser des déchets, vous le savez, hein, c'est ce qu'on fait tous les jours à son propre domicile, on va trier les déchets, c'est le seul espoir qu'on puisse avoir pour les recycler, les valoriser derrière. Pour nous, c'était la même démarche. Donc, une espèce végétale qui va séquestrer le fer, super, et une autre particulière qui va séquestrer le zinc, et aussi plomb et cadmium. Donc, une sélectivité intéressante que l'on a éprouvée à grande échelle avec un soutien de fonds européens et régionaux qui nous ont permis de voir que oui, on pouvait traiter cet effluent minier particulier et que l'eau en sortie de colonne donc répondait aux normes de rejet, on pouvait rejeter dans l'environnement. Donc, ça a été quelque chose d'encourageant qui nous a montré bien que ces technologies naturelles, ces matériaux d'origine 100% végétale avec aucun intrant chimique pouvaient être largement compétitifs avec de la chaux. Donc, très encourageant pour nous. Donc, on a testé plein d'espèces végétales. Et donc, je vais vous en citer quelques-unes parce que ça va très vite me permettre aussi de passer la deuxième partie de la présentation. Tout d'abord, on a testé des plantes locales, des plantes abondantes chez nous, et avec comme chef de file une plante qu'on aime beaucoup au laboratoire, la menthe aquatique. Facile à cultiver à grande échelle, en hydroponie, en tous les cas on a appris à le faire, et elle permet de développer un tapis racinaire très abondant, dont on avait vu qu'elle répondait à nos critères chimiques en termes de séquestration des éléments métalliques. On l'a étudié. Alors, petit problème quand même, c'est que pour nous, il n'y a que les racines qui permettent de séquestrer les métaux, et à l'état de poudre. On ne voulait pas que les parties aériennes soient des déchets. Donc, on étudiait tout ce qu'on pouvait faire des parties aériennes. Aujourd'hui, les parties aériennes sont utilisées donc, par une entreprise cosmétique qui a mis sur le marché toute une gamme de produits qui permet d'exploiter la composition chimique de ces parties aériennes qui paraît intéressante. Et puis cette plante nous a fascinés, puis on a été un petit peu plus loin, puis on a étudié la qualité du nectar des inflorescences de la menthe aquatique, et on s'est rendu compte qu'elle avait une qualité nutritive assez unique pour les abeilles. Donc ça nous a aussi pas mal interpellés, puisqu'on sait bien que les abeilles sont en difficulté. Et la menthe aquatique fleurit tard, un peu en ce moment, hein, donc à un moment de la saison où il n'y a plus beaucoup d'inflorescences, et donc ça peut être très utile aussi de ce point de vue-là. Donc la menthe aquatique a été étudiée, et puis de fil en aiguille, on s'est projeté dans l'étude d'autres plantes aquatiques qui ne sont pas de chez nous, mais elles sont quand même présentes parce qu'elles ont été introduites historiquement, donc pour des raisons d'aquariophilie, en particulier au Jardin botanique de Montpellier, une plante que vous connaissez certainement parce que maintenant elle n'est plus seulement dans les rivières de Montpellier, mais elle a envahi toute la France. C'est la Jussido. Il y a 2 espèces de Jussido qui se développent de façon incontrôlée dans nos rivières. Vous voyez une photo ici d'un grand fleuve qui traverse Montpellier. On est juste au pied de la mairie où chaque été, si on ne sait pas que c'est un fleuve, on ne s'en rend même plus compte. Hein, là. Cette Jussie va progresser pendant plusieurs mois jusqu'à recouvrir l'autre rive. Donc, elle est considérée comme une des espèces végétales les plus envahissantes. Et on a étudié ces racines qui, elles aussi, avaient les propriétés chimiques de la menthe aquatique qui répondaient à nos critères de séquestration des aimants métalliques. Et là, on a vu donc a été très efficace aussi. Et puis d'autres plantes aquatiques se sont montrées extrêmement performantes pour dépolluer l'eau. Donc là, c'était vraiment intéressant parce que ça voulait dire qu'on pouvait faire coup double. On pouvait aller récolter dans la nature des plantes envahissantes qui sont indésirables, qui sont une vraie catastrophe écologique, ça étouffe tout, mais pas que. Les voies sont même plus navigables, c'est aussi une catastrophe économique.
Et finalement, on pouvait les rendre utiles en les récoltant massivement et en les rendant inoffensives sous forme de poudre. Et sous forme de poudre, elles allaient nous servir à dépolluer l'eau. Donc, on a progressé à grande échelle. Et puis maintenant, on ne fait plus que ça. On passe 6 mois de l'année avec des moyens colossaux de niveau industriel à récolter massivement ces plantes envahissantes. Là, vous en voyez un exemple qui nous occupe en ce moment, la laitue d'eau. On a ici un canal proche du Rhône, parallèle au Rhône, sur 17 km de long. Voilà, vous n'avez que des espèces végétales envahissantes. Donc, on récolte massivement et qu'on transforme en ces poudres végétales, en ces filtres végétaux capables de dépolluer l'eau. Donc, on les a éprouvés sur notre grand site minier des Malines, dans les Cévennes. On pompe l'eau dans les galeries. Donc, vous voyez là la première sortie d'eau des galeries, que vous revoyez ici en bas. Et puis, donc, l'eau qui donc, est pompée ici, va traverser donc, 2 gros réacteurs filtrants avec les poudres végétales différentes. La première en haut va capter donc le fer, et puis l'effluent va être transféré dans le second gros réacteur qui va capter le zinc. Donc, on a traité ça à échelle réelle sur la station de traitement pour prouver la faisabilité industrielle du procédé. Et puis, les résultats ont été probants, puis nous ont encouragés à aller étudier un autre problème de pollution de l'eau. Donc là, on bascule de l'est de la région Occitanie à l'ouest. Décidément, c'est une ancienne région minière importante, donc avec un autre drame qui est dû à l'héritage minier. Vous connaissez peut-être, parce qu'on en parle souvent, c'est la mine de Salsigne, connue pour certains comme une ancienne mine d'or. Malheureusement, c'était surtout l'arsenic qu'on exploitait. C'était la plus grosse mine d'arsenic qu'il y avait au monde, fermée en 2004, donc c'est tout récent. Et aujourd'hui, vous voyez la rivière qui descend de la mine, on est tout près de la mine, qui malheureusement n'est pas potable et est très concentrée en arsenic. Donc, on a choisi aussi de s'intéresser à ce problème et donc pareil, à l'échelle du laboratoire, puis en jouant le jeu de créer un pilote pour traiter cette eau in situ et avec comme schéma, vous voyez des colonnes remplies d'une poudre végétale appropriée qui a de l'affinité pour l'arsenic et qu'on a testé donc en étudiant tous les paramètres possibles du domaine de la biosorption, ça c'est un petit peu de physico-chimie, qui ont été probants, qui ont montré qu'il était possible de dépolluer cette eau. Donc, avec le soutien du CNRS, que je remercie réellement au passage, on a réussi à créer une société qui est dédiée à ces activités, donc qui s'appelle la société BioInspire, dont la mission est de donner une dimension industrielle à ces technologies de traitement de l'eau. Aujourd'hui, au niveau du laboratoire, on essaie de montrer tout le potentiel de ces filtres végétaux pour répondre à d'autres sujets de préoccupation. Et on travaille beaucoup sur un sujet qui est très prégnant aujourd'hui, c'est la crise des métaux stratégiques, qui font de plus en plus défaut, avec un exemple que je citerai, mais malheureusement pour en citer beaucoup, l'exemple du palladium, que l'on connaît tous, au moins parce qu'il est dans les pots catalytiques de nos moteurs en particulier à essence ou moteurs hybrides. Pot catalytique, donc ça résume bien ce que ça veut dire. C'est un catalyseur qui permet de transformer des gaz toxiques en gaz moins toxiques. Donc c'est utile à l'évidence. Ce n'est pas utilisé que dans les pots catalytiques, c'est utilisé dans l'électronique et c'est aussi utilisé en chimie. C'est un catalyseur qui permet de préparer beaucoup de médicaments, c'est complexe, en particulier en oncologie. Alors d'où vient ce palladium? C'est tout le problème. Ce palladium n'est pas très abondant dans les minerais. Il y a en gros 2 pays qui ont du palladium dans leurs ressources minérales, c'est la Russie et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est le principal producteur de palladium. Bon, on a résumé beaucoup de choses en le disant. Donc, il y a un risque géopolitique majeur de non-approvisionnement en palladium. Et pour l'industrie pharmaceutique, c'est une véritable question. Pour l'instant, l'approvisionnement est assuré, mais le cours du palladium ne fait que de monter. Un sujet de préoccupation parce que, naïvement, on n'a jamais appris à le recycler, ou peu, dans peu de cas. Autre problème, ces dernières années, en 3 ans, on a fait une surconsommation du palladium, plus de 200%. Conséquence, aujourd'hui, le palladium coûte beaucoup plus cher que l'or.
donc ce qui est une véritable menace économique pour tous ceux qui l'utilisent dans leurs applications, dont l'industrie pharmaceutique. Je ne parle même pas du problème environnemental, car si c'est la Russie qui a le plus de palladium, restons raisonnables, c'est 0,16 ppm, donc milligrammes par kilo de palladium dans le minerai. Inutile de vous dire les déchets que ça peut générer. Donc voilà, on a un vrai sujet, et il y a d'autres métaux stratégiques dans la même situation, notamment les terres rares. Donc on a travaillé sur le recyclage de ces aimants métalliques à partir de l'eau, qui fonctionne si bien avec les poudres végétales. Pareil pour les métaux primaires, qui sont considérés dans le rouge, c'est-à-dire dont les ressources à court terme au niveau mondial donc seront épuisées. Et bien sûr, les métaux toxiques tels que l'arsenic que j'ai présenté juste avant. Donc beaucoup d'efforts pour montrer la faisabilité de recyclage, de dépollution de l'eau, qui a été étendu dans un deuxième temps à un autre problème de contamination de l'eau, les polluants organiques. Dits émergents, parce qu'on ne s'en est pas préoccupé au départ, des molécules organiques donc qui sont persistantes dans l'environnement parce qu'elles sont malheureusement très stables et qu'elles sont synthétiques. Et donc les micro-organismes dans la nature ne connaissent pas et ne savent pas dégrader. On s'est tout d'abord intéressé à des herbicides très utilisés malheureusement dans la culture de l'ananas en Polynésie française. Cultures qui se font sur des terrains pentus. Chaque fois qu'il pleut, les herbicides sont dissous, lessivés, entraînés dans la rivière, ça se retrouve dans le lagon. Et en bon herbicide, ces molécules viennent tuer les algues qui vivent en symbiose avec le corail. C'est donc une menace supplémentaire sur la survie du récif corallien. Donc on s'est intéressé à la capture de ces herbicides dans les eaux de ruissellement pour protéger donc, le récif corallien, avec le même schéma, utiliser des plantes aquatiques locales qui répondent au cahier des charges de la chimie pour biosorber, séquestrer ces polluants organiques. Donc toujours une colonne remplie de poudre, on capte les eaux polluées qui traversent la poudre et en sortie de colonne, l'eau est purifiée. Ceci a beaucoup mieux fonctionné que ce qu'on imaginait et du coup on l'a étendu aux grandes familles de pesticides que sont donc des insecticides comme le lindane par exemple ou un autre insecticide que l'on connaît bien, la chlordécone malheureusement, cancérigène, mais largement utilisé cette fois-ci aux Antilles pour la culture de la banane. Donc, on a obtenu des résultats très probants, très encourageants, qu'on a étendus à des molécules organiques dont on a découvert plus récemment la toxicité, les molécules qui sont dans certaines crèmes solaires. Donc, voilà, on a beaucoup travaillé sur ces solutions écologiques pour montrer leur pertinence, leur efficacité. Ça, c'était pour l'axe pollution. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième aspect écologique, le développement incontrôlé des espèces non indigènes, donc exotiques envahissantes. On a déjà vu tout à l'heure que celles qui étaient aquatiques étaient extrêmement utiles pour créer ces poudres végétales capables de dépolluer l'eau. On a été plus loin, on a essayé de s'intéresser donc en fait à une gamme plus importante de plantes exotiques envahissantes, pas seulement les plantes aquatiques, les plantes aussi notamment de zones humides. Alors pourquoi? Eh bien, vous avez peut-être vu le rapport de l'IPBES qui a été très communiqué dans la presse, ou vous connaissez peut-être tout simplement notre collègue chercheur au CNRS, Franck Courchamp, qui donc a fait paraître une étude donc économique sur l'impact financier du développement de ces espèces envahissantes. Donc pour lui, donc ses conclusions statistiques montrent qu'en 40 ans, les pertes financières dues à ces plantes, enfin ces espèces exotiques envahissantes, étaient au moins aussi élevées que les frais induits par des tempêtes ou des inondations. Mais ces invasions biologiques n'arrêtent pas d'augmenter. Le réchauffement climatique favorise leur développement puisqu'elles retrouvent quasiment leur climat d'origine, ce qui leur plaît beaucoup. Donc elles prolifèrent sans arrêt. Donc on sait que les coûts vont ne faire que d'augmenter. Et en termes de coûts, un petit chiffre qui parle, il a calculé que pour les espèces connues qu'il a pu identifier, toutes celles qui ne sont pas encore identifiées bien sûr, que les coûts évalués, les pertes financières sur 40 ans étaient proches de 1208 milliards de dollars. Ça fait réfléchir et malheureusement, peu d'investissements financiers sont dédiés donc à la gestion de ces espèces exotiques envahissantes. Donc on a essayé
de progresser sur ces espèces végétales et d'étendre nos activités, sortir du milieu aquatique et nous intéresser à une autre problématique, celle des zones humides, qui souffrent, elles aussi, du développement incontrôlé de ces espèces envahissantes. Vous en avez là 2 belles photos. La renouée du Japon, dont le rapport de l'IPBES montre qu'elle a envahi toute l'Europe, donc ce n'est pas un problème local. Et puis, une plante mal nommée, c'est maladroit parce qu'on pense qu'elle est d'ici, la canne de Provence, qui fait des ravages sur tout le bassin méditerranéen. Donc, ces plantes envahissent les zones humides, qui sont pourtant déjà en large souffrance à cause de la pollution, à cause de la surexploitation de l'eau dans ces zones humides, souvent pour les cultures alimentaires, l'activité agricole, qui assèche ces zones humides. Et pourtant, les zones humides jouent un rôle tampon dans la régulation du climat. Donc, on s'est intéressé à ces plantes envahissantes. C'est très concret pour nous. Chaque été, d'ailleurs, en août, juste à côté du labo, on a encore essuyé un incendie. Pourquoi? Parce que ces plantes envahissantes, la canne de Provence, flambe très facilement. Un mégot de cigarette, elle brûle comme du papier. Gros problème d'incendie. Et puis malheureusement, comme elle est très vigoureuse, après un incendie, c'est la seule qui arrive à reprendre. Donc en fait, un scénario problématique. Et donc on a essayé de les étudier de près. Et déjà d'un point de vue écologique, comment proposer une gestion de la prolifération de ces espèces? Avant de s'engager, on a travaillé auprès des gestionnaires pour étudier leurs solutions, leurs moyens et comprendre les problèmes qu'ils avaient. Donc très concrètement, les photos résument le problème. Ils utilisent des moyens colossaux pour les arracher, ce qui n'est pas simple parce qu'elles ont la propriété à développer des rhizomes conséquents, énormes. Donc ce sont des engins très destructeurs qui sont nécessaires pour tout arracher, donc évidemment de façon indiscernée, malheureusement. La renouée est arrachée, mais elle reste aussi. Et si vous laissez un petit centimètre de racine dans le sol, c'est une cause de reprise. Donc, c'est un scénario complètement décourageant, qui coûte cher, qui est destructif et qui mène à très peu de résultats avec des gestionnaires qui sont complètement découragés. Donc, on a essayé d'étudier une autre stratégie qui est la mise en place d'un protocole écologique permettant de les épuiser par des méthodes plus légères qui consistent à faire, en gros, schématiquement, des fauches répétées, des parties aériennes. Il faut du courage puisqu'on le fait très régulièrement, on suit tout ce qui se passe et on génère des quantités très importantes, évidemment, de parties aériennes. Il faut y aller tout le temps. Donc, très vite, on s'est dit, on ne tiendra dans la durée que si on arrive à valoriser ces parties aériennes fauchées, ces énormes quantités de biomasse que ça génère. Et ça, on va vite arriver à la deuxième partie de ma présentation. C'est un petit peu notre métier aussi, c'est d'essayer de donner de la valeur à ces solutions à travers un programme original de chimie verte. Voilà, c'est bien le sujet qui nous intéresse maintenant. On peut dépolluer des sols avec des plantes. On a montré que c'était faisable. On peut dépolluer l'eau aussi avec des plantes sous forme de poudre végétale. On peut contrôler la prolifération d'espèces envahissantes avec du courage, certes, mais des fauches répétées. Comment va-t-on tenir dans la durée? Comment va-t-on soutenir de façon pérenne et durable ces efforts de dépollution et de gestion des espèces envahissantes? Le point commun entre toutes ces plantes, quelle que soit leur origine, c'est une composition inhabituelle en métaux, en éléments métalliques, qui sont différentes, certes, mais c'est le point commun. Et donc, on a essayé de développer une stratégie commune. Que ça soit le sol, avec ces plantes qui font de la phytoextraction, donc qui concentrent du zinc, du manganèse, du nickel, du cuivre, on se retrouve avec ces métaux dans les feuilles. Pour dépolluer l'eau, on utilise des poudres végétales qui vont se gorger de métaux, avec quasiment tout le tableau périodique des éléments métalliques. Les plantes envahissantes ne sont pas envahissantes par hasard. On sait aujourd'hui qu'elles ont une composition minérale hors norme, inhabituelle. Donc, ce sont bien des métaux très abondants qu'on retrouve dans toutes ces biomasses. Et donc, en tant que chimiste, ça parle vite. Ça veut dire quoi? L'élément métallique, qui est un peu l'analogue de l'enzyme pour la biochimie, c'est le catalyseur incontournable de la chimie organique qui va permettre de construire plein de molécules à haute valeur ajoutée.
eh bien, on a choisi d'étudier comment ces métaux d'origine végétale, qui viennent de tous ces efforts écologiques, pouvaient remplacer les catalyseurs de la chimie et qui sont issus de l'activité minière. Pour rappeler qu'ils avaient une origine écologique et végétale, on les a appelés des éco-catalyseurs. On les a étudiés en termes de structure et on a essayé de voir s'ils pouvaient nous permettre de favoriser, de promouvoir, faciliter la construction de molécules d'intérêt en chimie, mais en revisitant complètement la chimie, c'est-à-dire en s'inscrivant d'une façon stricte dans les principes de la chimie verte et du développement durable, c'est-à-dire en revisitant la chimie, en limitant au maximum son empreinte environnementale. C'est tout l'objet de la fin de cette présentation, c'est-à-dire vous montrer un petit peu, mais rapidement, rassurez-vous, ce qu'est un éco-catalyseur, à quoi il sert et ce qu'il permet de résoudre comme problème en chimie. Tout d'abord, en termes de principe, comment s'y prend-on? Eh bien, donc, les biomasses, que ce soit les poudres, les feuilles, les parties aériennes, subissent un traitement thermique contrôlé sous air, donc très facile, avec une température qui n'est pas très élevée, en tous les cas rien à voir avec la pyrométallurgie, pour concentrer la partie minérale. C'est déjà une première famille d'éco-catalyseurs. Pour étendre le potentiel synthétique des éco-catalyseurs, de temps en temps, on fait une deuxième étape, une étape d'activation, soit acide, soit basique, soit intégration d'un support, mais qui doivent être, pour nous, à chaque fois, d'origine naturelle. Et on obtient une autre famille d'éco-catalyseurs qui a un potentiel différent en chimie organique. Donc, soit une étape, soit deux. Et puis, ce qui nous est arrivé, c'est que le fait de générer des catalyseurs métalliques qui viennent de plantes et pas d'un minerai, ça nous a généré des catalyseurs que personne ne connaissait. La plante joue un rôle énorme dans la composition, la structure du catalyseur métallique. Donc, il a fallu faire des efforts énormes en chimie analytique pour comprendre la composition de ces catalyseurs, pour comprendre leur structure qui était nouvelle. Donc ça, je pense que ça parle beaucoup à Grenoble. On n'a pas fait les études au synchrotron à Grenoble, mais à Paris, au synchrotron Soleil, mais pourquoi pas à Grenoble, en tous les cas. C'était d'utiliser les outils de la chimie des matériaux les plus poussés pour comprendre ces structures nouvelles et inédites de ces éco-catalyseurs. Quand on a compris leur structure, on était très surpris, c'était nouveau. Comment imaginer que ça allait être actif en chimie? Pour ça, on a fait appel à la chimie théorique, des calculs théoriques qui permettent de prédire à l'avance à quoi peuvent être utiles, à quoi peuvent servir donc ces éco-catalyseurs en chimie organique de synthèse. Donc, des activités interdisciplinaires qui nous ont permis très vite de voir en quoi ces éco-catalyseurs pouvaient être utiles en chimie de synthèse et de cibler très vite des objectifs industriels. Oui, pourquoi? Parce que notre schéma, ce n'était pas simplement de se faire plaisir en chimie, ça a été un plaisir intellectuel majeur, ça l'est encore, mais surtout d'être utile à quelque chose. Donc, de se projeter dans un développement industriel en étudiant très vite le modèle économique des réactions les plus performantes et en protégeant donc, ces résultats sous forme de brevets qui ont tous été pris par le CNRS, donc surtout les résultats pendant quasiment 20 ans. Et ça fait aujourd'hui 36 brevets, donc un effort financier réel du CNRS pour se donner une chance que ces résultats soient industrialisés. Comme ce n'est pas la chimie qui vous intéresse, rassurez-vous, je ne vais pas développer la structure intime de ces éco-catalyseurs. Simplement, donc chaque éco-catalyseur génère des matériaux complètement différents. Il y en a peut-être qu'un qui va intéresser, qui va parler très vite aux biologistes, c'est les éco-catalyseurs à base de manganèse qui génèrent des oxydes mixtes de calcium et de manganèse. On les connaît très très bien puisqu'ils sont présents dans la photosynthèse. Et vous allez voir que c'était notre fil conducteur, c'est de se dire, pour faire de la chimie avec ces matériaux nouveaux, et pour que cette chimie n'ait pas d'impact environnemental, essayons de s'inspirer de la chimie de la nature, qui est beaucoup plus habile que la chimie du chimiste en général, qui est beaucoup plus optimisée en termes d'énergie et de mise en œuvre. Donc, tous ces nouveaux catalyseurs que nous avions entre les mains ont été étudiés et puis nous ont permis finalement, contrairement à ce qu'on avait anticipé au départ, à revisiter toute la chimie organique, tous les grands mécanismes de la chimie organique de synthèse. Finalement, toute la chimie organique de synthèse peut être réalisée avec l'éco-catalyse. Donc, un travail énorme auquel on ne s'attendait pas.
donc qui a été soumis à beaucoup de brevets, mais aussi à beaucoup de publications scientifiques. Et puis maintenant, eh bien, pour nous, c'est un nouveau domaine de recherche qu'on essaie de développer, puisqu'on est en train finalement de proposer une nouvelle chimie qui peut être 100% biosourcée et qui se démarque donc très clairement donc, de tout ce qui est pétrochimie. Un petit exemple de ce qui peut servir pour finir, eh bien, vous voyez, oui, aujourd'hui, on peut recycler donc le palladium d'un effluent industriel. Donc là, vous voyez un gros réacteur de la chimie pharmaceutique. On récupère l'effluent et puis on va récupérer le palladium grâce à notre colonne filtrante remplie de poudre. Et quand la poudre est gorgée de palladium, eh bien, on en fait un catalyseur au palladium qui nous permet bien, de construire, préparer des médicaments. Ça génère un nouvel effluent qu'on va retraiter avec notre poudre végétale. On travaille en économie circulaire et oui, aujourd'hui, on peut recycler des catalyseurs à base de palladium. Donc, on limite notre dépendance vis-à-vis des pays producteurs. Donc, la belle histoire, c'est ce que les plantes permettent de faire. Et le catalyseur au palladium, il n'a rien à voir avec un catalyseur qui vient de l'activité minière. C'est une petite photo ici au microscope électronique à transmission à haute résolution. Donc, vous voyez cette barre-là, cette longitudinale grise qui est l'éco-catalyseur. Et tous ces petits points noirs, ce sont des nanoparticules de palladium, toutes petites, donc très séduisants pour la chimie, 2 à 4 nanomètres. Mais contrairement aux nanoparticules de palladium qui viendraient d'un minerai, eh bien ici, ces nanoparticules sont stables. Elles ne s'agrègent pas, ce qui est la tendance naturelle du palladium. Elles restent stables, elles sont parfaitement dispersées sur cette bande grise qui est représentée par la matrice minérale de la plante, c'est-à-dire le magnésium, le sodium, le calcium, le fer, donc d'origine végétale. Donc c'est quelque chose qui est très séduisant pour la chimie. Pour la première fois, des nanoparticules de palladium sont stables. Et ça change tout. Donc ces nanoparticules de palladium, qu'on voit ici au microscope à balayage, eh bien, donc, sont très utiles, ont été revisitées dans les grosses réactions de l'industrie pharmaceutique, réactions dites de Suzuki-Weck. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, sachez simplement que c'est la chimie du palladium moderne que l'on doit aux chimistes récompensés par le prix Nobel en 2010, qui alimente aujourd'hui beaucoup donc l'industrie pharmaceutique, qui a permis de progresser énormément dans la construction de médicaments complexes. Ceci étant, on arrive à les mettre en œuvre avec un avantage sur la catalyse conventionnelle, très très peu de palladium dans nos réactions, notamment c'est un coût financier énorme, un avantage énorme, et surtout pour nous, pas d'intrants synthétiques pétrosourcés. On se différencie de la chimie classique, pas de ligand, pas d'additifs, et c'est enfin recyclable. Pour finir, un deuxième exemple que j'ai cité rapidement, eh bien, les catalyseurs en manganèse, qui viennent de nos plantes phares en Nouvelle-Calédonie, celles qu'on met pour restaurer les sites miniers en première étape. Hyperaccumulateurs de manganèse. On a très vite vu au synchrotron soleil donc que le manganèse dans les éco-catalyseurs était donc sous forme d'oxyde mixte, manganèse et calcium. C'est vite demandé en quoi ça pouvait être utile. Alors, en s'inspirant de la nature, on a assez vite une très belle réponse. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la photosynthèse, qui est quand même extrêmement complexe, il y a une étape qui nous a interpellés. C'est l'étape d'oxydation de l'eau en oxygène. Eh bien, la plante a choisi de catalyser cette réaction d'oxydation par, justement, un cluster mixte qui associe le manganèse et le calcium. C'est là aussi donc un oxyde mixte manganèse-calcium. On a fait confiance à la nature, on a considéré que si c'était un atout pour une réaction d'oxydation aussi difficile, on se devait d'utiliser nos éco-catalyseurs qui étaient des mimes de ce cluster de la photosynthèse dans des réactions d'oxydation de la chimie. Ça tombe bien parce qu'en chimie, tous les réactifs oxydants sont toxiques. Ils sont d'ailleurs maintenant réglementés. Eh bien, donc ces mimes de clusters de la photosynthèse ont été testés dans des réactions de chimie. Vous les voyez là en photo, ce sont ces bâtonnets. Et on les a étudiés dans les grosses réactions de chimie organique. Et on a vu qu'effectivement, en transformant des molécules biosourcées, pinène qui vient du pain, limonène qui vient donc des agrumes, on pouvait effectivement réaliser une réaction d'oxydation avec ces éco-catalyseurs biomimétiques en ce qu'on appelle des époxydes, c'est-à-dire tout simplement ces molécules qui sont les briques élémentaires des nouveaux plastiques biodégradables. Donc, on pouvait faire vraiment du tout naturel
transformer des ressources naturelles avec nos éco-catalyseurs naturels en mimant la photosynthèse pour faire ces briques utiles donc pour construire les plastiques biodégradables. Voilà, aujourd'hui, pour conclure, eh bien, ces éco-catalyseurs nous ont permis vraiment de construire beaucoup de biomolécules qui trouvent aujourd'hui des applications dans le domaine des cosmétiques au niveau industriel, mais où on fait que du bio, du 100% biosourcé. Au niveau du laboratoire, cette fois, on travaille beaucoup sur la production de médicaments pour réduire leur coût de production grâce à la chimie du palladium. Ça nous a permis aussi donc de construire des répulsifs donc contre les moustiques et les tiques complètement naturels et co-garantis qui sont sur le marché sous la forme Crusoe. Et puis de progresser sans arrêt pour remplacer les molécules dérivées de la pétrochimie et développer une chimie différente. Voilà aujourd'hui ce qu'est l'éco-catalyse et à quoi ça sert. Et tout simplement, donc c'est bon même en termes d'analyse de cycle de vie, je vais dire qualitative, se rappeler que l'éco-catalyse est là tout d'abord pour rendre des services à la nature, dépolluer l'eau, apporter un soutien à la gestion des espèces envahissantes, donc protéger la ressource en eau et la vie aquatique, ce qui est tout le contraire malheureusement de la catalyse classique, qui démarre par une extraction minière avec des dommages environnementaux et paysagers définitifs, et qui se poursuit malheureusement par une activité métallurgique qui a une empreinte environnementale forte. À ça, on oppose donc un effort écologique suivi d'une chimie qu'on essaie donc de rendre cohérente avec nos efforts écologiques, à savoir des procédés sobres qui sont complètement inscrits dans la chimie verte avec des catalyseurs recyclables. C'est ça aujourd'hui que la société BioInspire développe au niveau industriel en s'appuyant vraiment sur les objectifs du développement durable. Voilà, vous voyez quelques photos des équipes du laboratoire associé, donc une équipe interdisciplinaire qui est autant sur, je vais dire, le terrain que investie dans tout ce qui est chimie analytique, chimie des matériaux, chimie théorique, anthropologie, pour sans arrêt réfléchir donc aux stratégies scientifiques du labo, prendre du recul par rapport à nos activités, avec un effort sur un déploiement industriel de ces résultats. Voilà. Veuillez m'excuser d'avoir été un petit peu longue lors de ma présentation, mais je vous remercie pour votre écoute et je suis bien sûr à votre disposition maintenant pour discuter de tout ce que je vous ai présenté. Et du coup, vraiment, un grand merci. C'était plutôt enthousiasmant, je trouve, d'écouter tous ces résultats. Et donc, maintenant, si vous voulez, on peut passer à quelques questions. S'il y en a soit dans la salle, soit sur Zoom, par les participants à distance. Vous revenez plusieurs reprises sur l'impact qu'on peut avoir tel du palladium. Et j'imagine que dans une chaîne de production de médicaments, on remplace pas un catalyseur par un autre facilement. Donc, pouvez-vous me dire un peu où ça en est, par exemple, ce que ça pose? Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit, parce que malheureusement, j'entends très très mal. S'agissant des oxydes de palladium, Oui. c'est le cas exclusif de leur réutilisation, leur utilisation pour l'amélioration de chaînes de production de médicaments. Oui. Très réglementé, les médicaments. Oui. Donc, on ne fait pas une substitution de catalyseur facilement, du jour au lendemain. Oui. Où est-ce que ça en est? Alors, vous l'avez peut-être perçu, c'est la seule activité qui n'est pas déployée industriellement, qui reste encore une activité de recherche, qui est précisément due à ce que vous évoquez. Il est bien évident que déployer de nouveaux outils dans la synthèse d'un médicament est extrêmement compliqué, effectivement, au niveau réglementaire, ça c'est sûr. Donc, la performance de résultats, je vais dire, de synthèse au niveau d'un laboratoire ne suffit pas pour percer le marché.
Donc, c'est un vrai sujet qui reste encore au niveau recherche et qui n'a pas encore atteint le déploiement industriel des autres débouchés plus faciles comme les cosmétiques ou la mise sur le marché d'un répulsif, qui est quand même aussi réglementé entre passages, voilà, entre parenthèses, pardon, mais dont la réglementation n'est pas aussi contraignante et aussi complexe que celle de la pharma. Donc, c'est quelque chose qui va un petit peu moins vite. Là où on travaille plus rapidement avec l'industrie pharmaceutique, mais vous l'avez compris aussi, le nerf de la guerre, c'est quand même tout d'abord être capable de recycler le palladium. Donc là, c'est la première étape qui est déployée en collaboration avec l'industrie pharmaceutique. Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît Ah. Vous ne m'entendez plus? C'est mieux, ça y est. On peut Ok. s'arrêter quelques minutes, pas dans quelques secondes. Excusez-nous. Ok, bah, je ne sais plus très bien où j'en suis, mais je vous fais un résumé de ce que j'ai dit. Donc, en gros, hein, votre question est évidemment très pertinente. La pharmacie, je vais dire l'application industrielle dans le domaine de la synthèse des médicaments est ce qu'il y a de plus compliqué, de plus décourageant parfois aussi, en tous les cas de plus lent. Et donc, c'est le seul exemple concret qui est encore, je vais dire, au stade recherche et qui n'a pas pu être déployé au niveau industriel pour l'instant. Il nous faudra des années pour atteindre, je vais dire, une application industrielle réelle et concrète. Ça, c'est évident et on en a conscience. En revanche, ce qui va plus vite au niveau industriel et avec la pharma, c'est le recyclage du palladium à partir donc des effluents qui émanent des procédés qui tournent actuellement au niveau de l'industrie pharmaceutique. Du coup, c'est combien, donc ça contient des résines, enfin des poudres, des cartouches chargées en palladium transformées par des poudres de plantes. Alors, on capte le palladium qui est dans l'effluent par la poudre végétale. Voilà. Pour nous, ça serait dommage, si vous voulez, de revenir vers un palladium ultra pur pour que la chimie pharmaceutique continue à l'utiliser comme elle le fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de vous expliquer en fait qu'il y avait un atout procédé à garder l'éco-palladium, c'est-à-dire le catalyseur qui vient de la transformation directe de tout ce qui est végétal chargé en palladium. C'est passionnant quand de chercher de nouvelles applications. Bon, c'est une démarche un peu du coup à l'inverse de ce qui s'est fait naturellement. Donc c'est un peu plus intellectuel. Oui. Vous l'avez assez bien décrit. Bon, je vais laisser le micro. Merci beaucoup. Je vais laisser le micro. Merci à vous. Oui, merci beaucoup pour cette présentation vraiment passionnante. Vous avez parlé de vos relations avec l'industrie. Quels sont-ils? Est-ce que les industriels, ils sont plutôt prenants ou c'est difficile? Est-ce que vous imaginez une décision politique qui est nécessaire que quelque chose change? Oui. Alors, question évidemment importante, mais à laquelle je suis très attachée, parce que comme vous l'avez vu, on fait beaucoup d'efforts pour accompagner le transfert de nos résultats vers le milieu industriel. Ça n'est pas forcément facile, ça c'est évident, surtout quand la démarche est aussi nouvelle, donc aussi inhabituelle par rapport à ce qu'un industriel peut faire. Donc, où en est-on aujourd'hui? Pendant quelques années, en fait, je travaillais beaucoup en collaboration avec de grands groupes industriels et j'ai vite compris que changer un procédé en chimie, tant qu'il tourne, c'était compliqué et que l'industrie chimique, en tous les cas l'industrie chimique importante, de gros volumes, avait été toujours réticente à changer ne serait-ce qu'un petit détail dans un procédé et que ce serait un processus lent, de longue haleine. Donc ces dernières années, j'ai clairement changé de stratégie, donc en créant moi-même les sociétés, de jeunes sociétés certes, mais qui ont l'avantage, si vous voulez, quand vous créez une société, même si ce n'est pas facile tous les jours, eh bien, une petite société, une start-up est beaucoup plus réactive donc qu'un grand groupe. Donc, c'est cette deuxième stratégie donc, que j'ai choisie ces dernières années. Donc là, j'en ai créé deux. L'une qui a réussi à percer, vous l'avez vu, c'est le répulsif contre les moustiques et donc les tiques, où elle tourne bien. Ça fait 2 ans qu'elle vend son produit, Crusoe, qui visiblement est apprécié. Donc, moi, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Déjà, de ne pas assumer seul tous les aspects réglementaires qu'on a abordés tout à l'heure, parce que c'est pas simple du tout, même dans les répulsifs.
Donc, d'avoir de l'aide sur en fait un certain nombre d'aspects qui ne sont pas forcément mes points forts, et très clairement la réglementation fait partie. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé et ça a permis de gagner du temps, d'être beaucoup plus percutant pour une mise sur le marché. Ça, c'est répulsif. Dans le domaine des autres applications, on a parlé de la pharma, on est bien d'accord, donc il va nous falloir 10 ans, 20 ans pour y arriver, ça on en est conscient. Mais il y a des domaines où l'industrie est beaucoup plus réactive parce qu'il n'y a peut-être pas le même poids réglementaire, ou alors il va dans le bon sens. Et il y en a un où on a très vite vu que l'industrie était intéressée par notre démarche et notre nouvelle façon de produire des molécules, c'est le domaine des cosmétiques. Et là, j'ai envie de dire, c'est merci aux consommateurs, parce que c'est très clairement ça qui se passe. Aujourd'hui, dans le domaine des cosmétiques, et les parfums arrivent juste derrière, ça évolue dans le bon sens, c'est que le consommateur, le client, recherche de la naturalité dans ses produits. Il n'est plus prêt à consommer n'importe quoi et acheter n'importe quoi. Il est de plus en plus exigeant. Et le besoin de naturalité du consommateur exerce une pression extrêmement positive vers les industriels du domaine qui sont contraints de suivre. Et je trouve ça très intéressant. Et ça nous a effectivement réussi, car le second domaine où on arrive donc à mettre sur le marché des produits, et il y en a maintenant, c'est ce domaine des cosmétiques qui est vraiment le fruit de cette pression sur l'industrie du domaine. Et donc là, oui, les industriels sont ouverts à ces technologies parce qu'elles répondent aux besoins qui est exprimé, tout simplement. Donc là, on avance plus vite que dans d'autres domaines. Au-delà de la pharma, il y a aussi normalement une autre application pour nous qui est la chimie fine, où là, il n'y a pas, je veux dire, la même pression, elle est plus difficile à exercer, donc ça va moins vite. Mais il y a une autre pression qui est quand même positive, qui est la réglementation REACH, la réglementation européenne de la chimie, qui, tous les 6 mois, donc interdit un certain nombre de réactifs, de catalyseurs parce qu'ils sont trop toxiques. J'ai cité les réactifs oxydants. Il y en a beaucoup qui sont mis en défaut par la réglementation REACH et quelque part, ça nous aide. C'est-à-dire que il faut trouver des solutions et l'industrie chimique qui ne cherchait pas forcément à en mettre au point est obligée de le faire pour des raisons réglementaires. C'est un très bon levier et ça nous aide finalement à proposer autre chose à l'industrie chimique qui est parfois un petit peu frileuse pour avancer. Bonjour, encore merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur la dépollution des sols par les plantes. Oui. Donc, c'est deux questions qui sont liées. Vous avez dit que ça s'accumulait dans les feuilles. Alors, Oui. je me demandais quel était l'intérêt pour les plantes. Est-ce que c'était de diminuer localement la concentration au niveau des racines? Et ma deuxième question, c'est ensuite que devient ce polluant qui est dans les feuilles? Parce que localement, les feuilles vont tomber, ça reste quand même sur site. Donc, globalement, comment se passe l'effet des pollutions? Oui. Merci pour vos deux questions. Donc, la première question est la question fondamentale, en fait, qui passionne toujours la communauté scientifique du domaine. Donc, ce que vous avez évoqué est un premier élément de réponse. C'est vrai, on a l'impression que les plantes le font en première étape pour diminuer la concentration métallique au niveau racinaire, ça c'est sûr. Mais on s'est demandé si elles n'avaient pas un autre intérêt très pragmatique pour le faire, de façon indirecte, dans un cas. On a montré, c'est notamment chez les brassicacées, que vous connaissez certainement, donc qui libèrent traditionnellement des glucosinolates pour se protéger contre les herbivores. On a vu qu'elles faisaient baisser le taux de production des glucosinolates et qu'elles doivent utiliser cette concentration métallique en fait, pour se protéger. Donc on a montré une corrélation entre les deux qui nous laisse supposer que quelque part, la plante donc exploite aussi cette concentration métallique élevée pour se protéger contre ses prédateurs. La réponse n'est pas encore complètement aboutie. Dans des cas, ça n'a pas été prouvé de façon formelle. Dans le cas des brassicacées, la corrélation qu'il y a entre le taux de métaux et le taux de glucosinolate nous laisse supposer qu'elle l'utilise quand même comme forme de protection. Voilà. Mais ça reste un gros sujet d'étude. Très honnêtement, pour être très concrète sur le sujet qui nous passionne, comme il est très fondamental, on a beaucoup plus de mal à trouver des moyens financiers pour approfondir donc cette question que sur des sujets plus appliqués qui séduisent plus quand on dépose des projets. Je crois que vous savez ce que c'est. Mais c'est une question donc, qui est très importante et à laquelle on aimerait bien répondre de façon encore plus précise.
Alors, deuxième question, bah, c'était tout le point de départ de nos travaux, c'est-à-dire que les plantes hyperaccumulatrices de métaux, alors c'est pas nous qui les avons inventées, hein, c'est une stratégie d'adaptation de certaines espèces végétales. Donc oui, très vite, le problème était celui-là, c'est-à-dire que, ok, on peut penser que c'est très bien quand des plantes font de la phytoextraction, mais effectivement, quand les plantes tombent à même le sol, la pollution revient sur le sol. On avait même pris conscience que c'était même peut-être pire que ça passe par la plante, parce que ça veut dire que les éléments métalliques sont sous forme soluble dans l'eau. C'est ça la condition pour que la plante puisse extraire ces éléments métalliques et les confiner. Donc du coup, que ça rendait ces métaux lessivables et que c'était un problème. C'est pourquoi très vite, on s'est projeté vers une valorisation donc de toutes ces litières, de toutes ces feuilles mortes. En Nouvelle-Calédonie, c'est ce que l'on fait, hein. Les arbres qui se développent déjà aussi dans la nature et spontanément comme étant des hyperaccumulateurs de métaux génèrent des biomasses énormes. Et ce que l'on fait, oui, c'est qu'on les ramasse. Dans le sud de la France, on dit toujours qu'on les ramasse un peu comme des olives, mais c'est un peu le même problème, ou le même aspect, même façon de récolter. Toutes ces litières hyper riches en métaux, et c'est d'ailleurs les feuilles les plus riches en métaux, ce sont les plus vieilles, voilà, donc sont récoltées pour être transformées en éco-catalyseurs. Pour nous, d'ailleurs, c'était notre condition pour les développer à grande échelle. C'est la valorisation qui résout deux problèmes, le problème économique et le problème environnemental de ces métaux disponibles dans ces feuilles mortes. Une question de chimiste. Du coup, j'étais un peu curieuse sur un peu la structure de ces antennes moléculaires qui permettent de capter les métaux et aussi de savoir si la structure était un peu maintenue après les traitements de séchage, broyage. Et voilà, et aussi, je ne sais pas si les espèces qu'on obtient après sont toujours prédéfinies ou elles sont un peu hétérogènes et savoir quelle influence ça a on les utilise en tant que catalyseur. Oui, en gros, pour simplifier le problème, en fait, c'est quelque chose qui, je pense, va parler à tout le monde. En fait, ces plantes aquatiques qui ont des structures racinaires un petit peu hors normes, en fait, sont hyper riches en hémicellulose. Elles ont un taux d'hémicellulose anormalement élevé par rapport à des plantes plus conventionnelles. Donc, du coup, chimiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une densité de fonction carboxylate très, très élevée. Et c'est bien grâce, en fait, à ces fonctions carboxylates que ces plantes arrivent naturellement, en fait, à séquestrer des éléments métalliques. Et quand on les transforme sous forme de poudre végétale, en fait, on fait pas grand-chose. Je veux dire, on les sèche délicatement, voilà, pour avoir des quantités bien connues et bien maîtrisées de biomasse. Et puis, donc après, on fait quelque part, si vous voulez, un broyage dans les règles de l'art, c'est-à-dire on contrôle la granulométrie du matériau, mais en aucun cas, on ne va dégrader la matière organique et en particulier cette hémicellulose. Donc, on préserve intégralement la densité de ces fonctions carboxylates quand on est à l'état de poudre. Okay. D'abord, suite à la réponse que vous avez faite à mon collègue tout à l'heure sur en expliquant que dans les brassicacées, par exemple, le métal reporté relocalisé dans les feuilles pouvait suppléer la fonction normalement assurée par d'autres molécules. C'était pas besoin d'un rôle. Peut-être que c'est par opportunité, la chance se présente de pouvoir déplacer les métaux, les concentrer dans une vacuole, les mettre quelque part hors service. Ça, c'est juste une remarque. J'ai eu l'impression que ça avait il y a une corrélation, mais bon, il faut prouver que l'animal est effectivement détourné des plantes par ce stratagème pour conclure que ça ne sert à ça. Peut-être que ça n'a pas d'autre fonction que de stocker des plantes quelque part où c'était possible. Mais bon, c'est juste une remarque en passant. J'ai mal compris, je suis désolée. Est-ce que vous pouvez, au moins, est-ce qu'une personne peut se rapprocher et me redire ce qui a été dit? J'ai mal compris. C'est moi qui vais éloigner le micro. Je vais présenter puis je vais parler un peu plus doucement. Et en raccourcissant un peu. Vous avez répondu tout à l'heure à un de mes collègues que dans le cas des brassicacées, la relocalisation des métaux du système racinaire jusqu'aux feuilles pouvait avoir un impact sur l'interaction avec les animaux. Oui.
Et ma suggestion, c'est que peut-être qu'il n'y a pas besoin de chercher une fonction à cette localisation, peut-être que simplement c'était possible, ça avait un avantage au niveau du système racinaire, et que le stockage dans des vacuoles c'est présenté comme une solution à juste ce problème-là. C'est pas obligé de suppléer une autre fonction. Alors, vous avez observé une corrélation avec Oui. l'élimination d'un autre type de molécule, mais j'imagine que c'est assez compliqué de montrer que les animaux sont assez compliqués. C'est une expérience en soi un peu complexe. De vérifier l'impact sur l'interaction avec les animaux. Donc, je voulais juste ramener l'idée qu'il n'y a pas toujours une finalité dans ce qui se passe, c'est juste qu'on, voilà, c'était possible, ça s'est fait, et ça a été Oui. fait. Oui, je comprends. Après, si vous voulez, ça pose quand même plein de questions parce que on s'est bien rendu compte dans les Cévennes notamment, voilà, qu'il y avait très peu, je veux dire, de vie animale sur les sites où on développe ces plantes, hein. Enfin, c'est très clair. Donc, l'étude était difficile de voir en direct si il y avait des différences de comportement entre ces brassicacées et leurs analogues non métallicoles. Donc ça, c'était une première chose. Ce qui nous interpellait, c'était en Nouvelle-Calédonie, où on avait l'impression en fait, qu'il y avait des prédateurs quand les plantes étaient jeunes, en particulier sur les hyperaccumulateurs de manganèse, où il y a une espèce animale envahissante en Nouvelle-Calédonie, qui est le cerf, qu'on introduit bêtement, qui vient les grignoter jeunes, qui vient plus après. Et en fait, on se posait plein de questions, à savoir, est-ce que l'animal détecte en fait la présence d'éléments métalliques avant ou après avoir grignoté une feuille? Est-ce qu'il était malade et qu'il ne voulait plus y revenir? Ou est-ce que certains insectes détectaient à l'avance la présence d'éléments métalliques? En fait, ça pose quand même plein de questions et auxquelles on n'a pas de réponse. Donc, c'est un très beau sujet d'étude quand même, d'essayer de comprendre ce qui peut être détecté par l'environnement immédiat de la plante quand elle est chargée en éléments métalliques. Et alors, merci. Une observation quand même beaucoup à la base. Et toujours sur la pollution des métaux, des sols métalliques, j'ai l'impression que c'est qui a été traité avec succès pour l'instant, c'est le fer, c'est le zinc, qui sont bon, des polluants biologiques, hein, qui ont un rôle biologique. Le plomb et le cadmium. Oui. Comment Alors, le plomb et le cadmium. En fait, dans les deux hyperaccumulateurs de zinc que je vous ai présentés sur le site des Cévennes, les deux plantes se comportent un petit peu différemment. La légumineuse est quand même très sélective du zinc. Ça peut un tout petit peu surprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément clé dans l'hyperaccumulation qui est le transport. Or, zinc et cadmium sont quand même très proches. Donc, on est assez surpris que la légumineuse donc, soit aussi sélective du zinc. En revanche, ça n'est pas le cas de la brassicacée. Et on en a d'autres, hein. Il y a d'autres exemples de brassicacées qui montrent qu'elles n'ont pas la même sélectivité. Et très clairement, la brassicacée a des taux de plomb et de cadmium qui, selon la définition du domaine, permettraient de les qualifier aussi comme hyperaccumulateurs de ces deux éléments. Ça n'est pas un avantage en termes de valorisation, je vous le dis tout de suite, puisque en chimie, s'il y a une trace de cadmium ou de plomb, c'est rédhibitoire, c'est pas possible. Vu leur toxicité, on n'a pas le droit. Donc, il y a des différences de comportement entre les espèces, là aussi, qui ouvrent plein de questions scientifiques. On ne connaît pas toujours la nature des transporteurs dans chacune de ces espèces. Il y a un labo à Saclay qui travaille là-dessus et qui avance comme il peut avancer, hein, mais à chaque fois, il est très difficile d'identifier avec certitude, de connaître la nature des transporteurs qui doivent probablement jouer un rôle dans la sélectivité de ces éléments concentrés dans les parties aériennes. Mais ça existe, hein, il y en a. La brassicacée est un exemple. Elle a des taux de cadmium et de plomb qui sont élevés. Vous donnez la parole si vous avez des questions sur Zoom. Voilà. Elle a levé la main, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à les écrire dans le chat. Voilà. On vous donnera la parole. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais savoir si vous aviez du recul par rapport au comportement de ces hyperaccumulateurs. Une fois que le sol est dépollué, est-ce qu'il continue à se développer? Est-ce qu'il stagne pour laisser la place à d'autres espèces? Ou est-ce qu'ils ont une spécificité vraiment pour ces sols pollués et une fois qu'ils ils ont plus de raison d'être? Oui, alors merci pour la question également. C'est également quelque chose de très important. Alors oui, on a du recul parce que les travaux de phytoextraction ont été les premiers, donc maintenant on a une quinzaine d'années en fait de recul sur tout ça.
En fait, j'avais montré un petit exemple rapide, hein, mais tout ça a été très vite. Donc, dans les Cévennes, c'était presque une surprise pour nous. On n'a jamais eu un objectif, ça je ne l'ai pas dit, hein, mais un objectif de dépollution à 100%. Jamais ça a été l'objectif premier. L'objectif premier, c'était déjà de réintroduire de la végétation qui allait survivre. Donc ça, c'était l'objectif numéro 1. Mais le fait de commencer par installer des espèces qui font de l'hyperaccumulation nous a permis, dans le cadre des Cévennes, d'observer effectivement qu'au bout de 2 ans, ce qui était très court pour nous et donc une surprise complète, de voir que les plantes tolérantes, les plus communes, donc arrivaient déjà à s'installer et spontanément, sans qu'on intervienne. Donc oui, très vite, on a vu que ça aidait donc à la reprise en fait de la végétation, d'une végétation plus conventionnelle sur ces sites grâce à ces hyperaccumulateurs installés en premier. Ça se fait pareil en Nouvelle-Calédonie. Ces hyperaccumulateurs qu'on développe, en général, les 18 premiers mois, il n'y a qu'eux. Il faut qu'ils survivent, c'est difficile. Mais au bout de 2 ans, c'est pareil. On voit déjà des espèces un petit peu plus communes qui arrivent à se développer. Et puis, progressivement, au fil des années, eh bien, la biodiversité s'élargit sur ces sites et on a quelque chose de beaucoup plus sympathique et qui ne ressemble en aucun cas, je veux dire, à une monoculture d'hyperaccumulateurs. Donc ça, c'est un retour positif que l'on a. Évidemment, on continuera à le suivre parce que c'est une expérience importante, mais on voit effectivement que l'introduction préalable de ces hyperaccumulateurs, qui sont des espèces quand même très résistantes, eh bien, vont permettre de revégétaliser de façon assez spontanée en fait, ces sites. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils disparaissent pas du tout. Ils restent quand même présents quand la biodiversité a augmenté. Alors ça dépend, c'est au cas par cas. Entre la Nouvelle-Calédonie et les Cévennes, les retours sont complètement différents. En Nouvelle-Calédonie, en général, si on a bien démarré, les hyperaccumulateurs restent présents. Ce sont des arbres de grande amplitude à l'âge adulte et qui persistent. Dans les Cévennes, c'est différent. Dans les Cévennes, la brassicacée légumineuse se comporte différemment. C'est-à-dire que la brassicacée, qui est petite, vous le savez, ces plantes-là sont des plantes très modestes en termes d'envergure. Elle est dépassée par les plantes qui arrivent, qui ne sont que des plantes tolérantes. Mais c'est classique avec cette plante. On sait d'ailleurs en général, quand on la trouve sur un site contaminé, elle est là parce que c'est une très mauvaise compétitrice et dès qu'il y a d'autres espèces, elle disparaît. On retrouve ce scénario dans les Cévennes. C'est un peu différent avec la légumineuse, qui est une plante qui a plus d'amplitude et qui résiste mieux à la compétition. Donc, on arrive à retrouver. Mais la brassicacée, en fait, disparaît progressivement. D'accord, merci. Du coup, Steph, tu avais une question? En fait, j'avais un peu la même question que celle qui vient d'être posée, alors j'en ai une deuxième. Puisqu'il est question de légumineuses, je me demandais simplement si, parmi les espèces qui ont été évoquées ici, s'il y en a certaines qui pourraient être destinées à l'industrie agroalimentaire, notamment pour remplacer les protéines d'origine carnée. Oui, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Alors, moi, ça me fait toujours un petit peu peur parce que ça veut dire qu'il faut avoir des garanties absolues sur la présence d'aucune trace d'éléments métalliques, en fait, dans la partie qui va être consommée. Alors, quand on fait référence à la légumineuse des Cévennes, ça sera non parce que c'est aussi un hyperaccumulateur, mais c'est rare, c'est un peu une exception. En Nouvelle-Calédonie, les légumineuses sont essentiellement des plantes tolérantes. Donc elles n'accumulent rien du tout. Donc on a envie de dire pourquoi pas, mais il faudra vraiment avoir un contrôle strict sur l'absence de contamination en fait de la partie qui sera consommée. Il faudra toujours rester très vigilant là-dessus. D'autres questions? Non. Mais s'il n'y en a pas, je propose qu'on remercie vraiment encore une fois très, très chaleureusement avec le président pour son temps et ce séminaire vraiment, vraiment intéressant. Et voilà, et puis bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, merci pour votre écoute et vos questions qui étaient tous passionnantes. Merci. Bonne journée, bonne fin de semaine. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.